Dans cette deuxième partie, nous allons passer en revue une typologie des glaciers basée sur leur morphologie. On classe les glaciers en deux types principaux. Le premier regroupe les glaciers dont l'extension est restreinte par le relief, qu'on appelle glaciers de type alpin. Ils représentent la majorité des glaciers de moyenne latitude. À quelques exceptions près, la plupart des glaciers de type alpin sont actuellement en recul. Le diagramme à droite représente le bilan de masse moyen de 30 à 42 glaciers de type alpin de référence, mesurés depuis 1967 et exprimés en mètres d'eau. Comme vous pouvez le constater, ces glaciers sont en déficit de masse depuis au moins 1967, et la perte de glace s'accélère depuis la fin des années 1990, en raison du réchauffement global du climat. La fonte de glace cumulée depuis 1970 équivaut en moyenne à une perte totale de 20 mètres d'eau par glacier. On distingue différents types de glaciers alpins en fonction de leur position par rapport au relief. Tout d'abord, les glaciers suspendus sont des glaciers surplombant des versants escarpés. L'écoulement glaciaire et la zone d'ablation sont réduits car la glace est évacuée par la rupture et la chute de blocs de glace le long des escarpements. En voici un exemple provenant du massif du Paine en Patagonie chilienne. Vous pouvez voir sur cette photo le front du glacier suspendu formé par les cicatrices d'effondrement des blocs de glace. Lorsqu'un glacier s'accumule sur un versant, l'érosion du substrat rocheux à la base du glacier forme une dépression semi-circulaire délimitée par des parois escarpées. C'est ce qu'on appelle un cirque glaciaire. Les glaciers restreints dans un cirque glaciaire sont appelés glaciers de cirque. En voici quelques exemples en Patagonie chilienne. Ici, le glacier du Cerro Donoso. Les glaciers de Punta Bariloche, dans le massif du Paine, ou encore le glacier du Cordón Olgun, toujours dans le massif du Paine. En amont du glacier de cirque se forme parfois une crevasse appelée rimaille, ouverte sous l'effet de l'écoulement de la glace entre la glace mobile et la glace immobile ou la paroi rocheuse. En aval, lorsque le front glaciaire débouche sur le versant, la déformation de la glace au passage de la rupture de pente convexe génère des crevasses à la surface du glacier, délimitant des blocs de glace appelés séracs. Si le glacier de cirque s'écoule hors du cirque sur un versant abrupt, il forme alors un glacier de versant. Le glacier de versant le plus célèbre en France est le glacier des Bossons, un des glaciers du massif du Mont-Blanc, visible depuis la vallée de Chamonix en Haute-Savoie. Voici un glacier de versant en Patagonie chilienne, dans le fjord Ultima Esperanza, le glacier Balmaceda. Vous apercevez le cirque dont est issu le glacier en amont. Les glaciers s'écoulant dans une vallée sont appelés glaciers de vallée. Ils sont alimentés par un ou plusieurs glaciers de cirque et parfois aussi par un ou plusieurs glaciers de vallée tributaires. Voici deux glaciers de vallée du massif du Mont-Blanc en Haute-Savoie. Au premier plan, le glacier du Tacu, lui-même alimenté par deux glaciers de cirque, le glacier du Géant et le glacier des Périades. Et à l'arrière-plan, le glacier de l'Échaud. Les bandes de Forbes, visibles à la surface de ce glacier, sont formées par l'alternance périodique de strates claires, composées de glace pure, et de strates sombres, formées par la concentration de débris rocheux dans la glace partiellement fondue en été. Elles affleurent à la vague du glacier sous l'effet du fluage de la glace. Comme le centre du glacier avance plus rapidement que les côtés, en raison des frottements avec le substrat rocheux, les bandes de Forbes présentent une forme d'ogive dont la convexité est tournée vers l'aval. La confluence du glacier du Tacu et du glacier de l'Échaud forme la mer de glace. Long d'environ 7 km, c'est le plus grand glacier de France. C'est également le premier glacier à avoir été exploré et décrit scientifiquement à partir du XVIIIe siècle. De nos jours, il est accessible depuis la vallée de Chamonix via une télécabine. Un tunnel, taillé dans la glace au fond du glacier, permet même aux visiteurs de rentrer à l'intérieur.
Voici un autre glacier de vallée alpin, le glacier d'Aletsch, situé dans les Alpes suisses. Long d'environ 23 km, c'est le plus grand glacier des Alpes. Et enfin, un glacier de vallée du champ de glace nord de Patagonie, le glacier Solaire. On distingue en haut à gauche des séracs et à droite la confluence avec un glacier de vallée plus petit. Dans les glaciers tempérés, la fonte de la glace alimente des écoulements d'eau de fonte intermittents. On parle d'écoulements supraglaciaires s'ils ont lieu à la surface du glacier, intraglaciaires s'ils ont lieu à l'intérieur du glacier, et sous-glaciaires s'ils ont lieu à la base du glacier. Les cours d'eau supraglaciaires sont appelés bédières. En voici à gauche un exemple à la surface de la mer de glace. Comme vous pouvez le voir, l'eau de fonte s'écoule dans un chenal, incisé à la surface du glacier par la fonte de la glace. L'eau de fonte supraglaciaire peut rejoindre un conduit intraglaciaire ou sous-glaciaire en empruntant un conduit vertical appelé moulin. Vous pouvez en voir au centre un exemple, toujours à la surface de la mer de glace. Les écoulements d'eau de fonte peuvent alimenter des cours d'eau au débouché du glacier, comme c'est le cas de ce cours d'eau sous-glaciaire émergeant d'un front de glacier en Nouvelle-Zélande, à droite. À la base de la mer de glace, la captation de l'eau de fonte sous-glaciaire suffit à alimenter une centrale hydroélectrique souterraine dont la production équivaut à la consommation de 50 000 personnes. Les champs de glace sont des étendues de glace composées de glaciers de type alpin interconnectés. Le plus vaste champ de glace actuel de moyenne latitude est le champ de glace sud de Patagonie, qui couvre 16 800 km², soit une surface approximativement équivalente à la Basse-Normandie. Voici un exemple de champ de glace de taille plus modeste, sous les latitudes tropicales, le célèbre champ de glace du stratovolcan Kilimandjaro en Tanzanie. La carte à gauche indique en vert foncé l'extension du champ de glace en 1912 et en vert clair son extension actuelle. Comme vous pouvez le voir, à l'image de la majorité des glaciers de type alpin, le champ de glace du Kilimandjaro a fortement régressé au cours du siècle dernier. Si un glacier de vallée débouche dans une plaine, la glace, privée des contraintes horizontales exercées par les versants de la vallée, s'écoule dans toutes les directions de l'espace. Elle forme alors un lobe glaciaire ou glacier de piémont. En voici quelques exemples en Antarctique à gauche et en Alaska à droite. Le lobe glaciaire Malaspina, visible sur cette image satellite, atteint une largeur de 45 km. Lorsqu'un glacier débouche à la surface d'un lac ou de la mer, la rupture de blocs de glace emportés en dérivant à la surface de l'eau façonne un front glaciaire escarpé. Ce mode d'ablation est appelé le vélage. Ces glaciers sont donc appelés glaciers à front vélant. Un lac au contact d'un glacier à front vélant est appelé lac proglaciaire. On trouve de nombreux exemples de glaciers à front vélant débouchant dans des lacs proglaciaires en Patagonie. Vous voyez ici un exemple de glacier de versant à front vélant, le glacier Serrano. Voici un exemple de glacier de vallée à front vélant, le glacier Tyndall, qui se jette dans le lac proglaciaire Lago Geikie. Le glacier Gray est un autre glacier de vallée à front vélant, débouchant dans le lac proglaciaire Lago Gray. Voici une vue frontale du front vélant, qui atteint une trentaine de mètres de haut. Et voici une vue rapprochée des fronts vélants du glacier Serrano et du glacier Gray, sur lesquels vous distinguez les blocs de glace prêts à se détacher du glacier. Leur couleur bleue est due à la forte compaction de la glace. Elle indique que cette glace a été compactée à la base du glacier avant de fluer jusqu'au front glaciaire. Voici une série de photos qui illustrent la rupture du front vélant d'un glacier d'Alaska.
Après s'être détaché du front Vélan, le bloc de glace flotte et dérive à la surface de l'eau. Il prend alors le nom d'iceberg. Les icebergs sont abondants dans les océans de haute latitude. Ils frappèrent l'imagination des premiers explorateurs polaires par leur taille et la diversité de leurs formes, ainsi que l'illustre ce tableau que vous pouvez admirer au musée de Dieppe, représentant une scène de pêche aux morses au large du Groenland, au milieu des icebergs. Sur cette vue du lac proglaciaire Lago Grey, vous distinguez en bas à droite un iceberg provenant du front Vélan du glacier Grey. Pour le plaisir des yeux, admirons de plus près quelques icebergs bleus du Lago Grey. Les icebergs finissent par fondre en dérivant à la surface de l'eau, ou bien en s'échouant sur une plage. Si le glacier flotte à la surface de l'eau, la rupture du front glaciaire peut produire des icebergs tabulaires de grande taille, comme cet iceberg tabulaire de 20 km de long, photographié peu de temps avant sa rupture sur le front du glacier de l'île du Pin en Antarctique. Les icebergs constituent un aléa redouté de la navigation en eau froide. Plusieurs naufrages ont été causés par des collisions avec des icebergs, dont le plus meurtrier est celui du Titanic en 1912, dont vous avez tous entendu parler. Le dernier naufrage causé par un iceberg à ce jour est celui de l'Explorer en novembre 2007, un brise-glace de croisière transportant des touristes au large de la péninsule antarctique, qui heureusement n'a fait aucune victime. Le second type de glacier regroupe les étendues de glace recouvrant entièrement le relief. Ce sont les calottes glaciaires. On retrouve deux calottes glaciaires de grande dimension hors de la planète Terre. Planum boreum, au pôle nord de Mars, qui atteint 1000 km de diamètre et dont l'épaisseur maximale est estimée à 3 km, et Planum australe, au pôle sud, qui atteint environ 420 km de diamètre. Sur Terre, les calottes glaciaires présentent une forme en dôme et alimentent à leur périphérie des glaciers émissaires plus restreints. Les sommets rocheux libres de glace qui émergent d'une calotte glaciaire sont appelés nunataks. C'est le cas par exemple de la chaîne transantarctique en Antarctique. On distingue parmi les calottes glaciaires les calottes locales d'une surface inférieure à 50 000 km² et les inland seas. Les plus grandes calottes locales se trouvent sur les îles de l'océan Arctique et en Islande. On trouve néanmoins des calottes locales de plus petite dimension, restreintes à un sommet, jusque sous les latitudes tropicales, comme sur le stratovolcan Cotopaxi en Équateur. Cumulées, les calottes locales et les glaciers alpins représentent seulement 0,5% de la glace et 0,4% de l'eau douce présente sur Terre. On désigne sous le nom d'inland seas les calottes glaciaires d'une surface supérieure à 50 000 km². Seuls deux inland seas existent actuellement sur Terre et sont confinés aux régions polaires. L'inland seas groenlandais dans l'hémisphère nord et l'inland seas antarctique dans l'hémisphère sud. L'inland seas groenlandais couvre une surface d'1 710 000 km², soit 81% de la surface du Groenland, ce qui équivaut environ à 3 fois la surface de la France métropolitaine. Il atteint une altitude moyenne de 2135 mètres pour une épaisseur maximale de 3000 mètres. Il représente 10% de la glace présente sur Terre. Sa périphérie est composée de glaciers de vallée émissaires, débouchant pour la plupart dans l'océan. Une partie des côtes du Groenland est libre de glace et a été occupée brièvement par les Vikings au Moyen Âge, puis par les Inuits jusqu'à aujourd'hui. L'inland seas antarctique couvre une surface de 12,5 millions de km², soit environ une fois et demie la surface de l'Europe. 98% de la surface du continent antarctique est recouverte de glace, ce qui en fait le continent le plus inhospitalier et le plus froid de la Terre. L'inland seas atteint une altitude moyenne de 2300 mètres pour une épaisseur maximale de 5000 mètres en Antarctique orientale. À lui tout seul, il représente 89% de la glace présente sur Terre. L'inland seas antarctique alimente à sa périphérie des glaciers émissaires appelés plateformes de glace flottant sur l'océan.
Les plateformes de glace présentent un front vélant formant un escarpement de plusieurs dizaines de mètres de haut, qu'on appelle barrière de glace car il interdit tout accès à la côte. Le plus grand iceberg actuellement à la dérive est un iceberg tabulaire provenant de la rupture de la plateforme de glace Larsen-C en Antarctique. Il atteignait lors de sa rupture de la plateforme de glace en 2017 une surface de 5800 km², soit près de l'équivalent du département de la Seine-Maritime. En avril 2020, l'iceberg a dérivé jusqu'aux Orcades du Sud et sa surface a encore peu diminué. Depuis 1961, le traité international de l'Antarctique gèle, c'est le cas de le dire, toute revendication territoriale des États sur ce continent. Une centaine de stations de recherche scientifique permanentes sont implantées sur le continent et les îles antarctiques. La France en utilise deux, la station Dumont-d'Urville, sur la côte de la Terre Adélie, découverte en 1840 par Dumont-d'Urville, et la station Concordia, partagée avec l'Italie, à 1108 km de la précédente vers l'intérieur des terres, posée à la surface de l'Inland 6 à 3233 mètres d'altitude. Ce diagramme vous présente une estimation du bilan de masse de l'Inland 6 antarctique depuis 1992, exprimé en gigatonnes de glace. Chaque ligne indique le bilan de masse d'une partie de l'Inland 6, la péninsule antarctique, l'Antarctique oriental et l'Antarctique occidental. La ligne violette représente le bilan de masse total de l'Inland 6. Comme vous pouvez le constater, le bilan est déficitaire depuis au moins 1992 et la perte de glace s'accélère depuis le début des années 2000. Le bilan est néanmoins contrasté d'une région à l'autre. La perte de glace provient essentiellement de l'Antarctique occidental. D'après cette estimation, elle aurait contribué au total à une augmentation relative du niveau marin d'environ 3 à 11 mm depuis 1992.